Bonjour, sabah al-khair, good morning, ladies and gentlemen. Je tiens tout d'abord à remercier tous ceux et celles qui ont collaboré avec nous pour la réussite de cet événement, et spécialement Ayten et Thomas, les vrais amis de la reconstruction, avec leur amour fort pour cette ville, et qui nous ont contactés, Dr Marlène Graïeb et moi, pour former cette équipe d'organisation qui n'a pas cessé de fournir tous les efforts nécessaires pendant plus de 10 mois pour faire réussir ce forum. Je vous remercie infiniment. Et je tiens aussi à remercier tous les participants et les intervenants, même ceux qui n'ont pas pu venir à Venise. Alors, dans le cadre de la première session et la première thématique, les amis de la reconstruction, des petites actions aux grandes visions, on va visionner 2 films de 2 associations. La première association fondée par Madame Paula Yacoubian, l'ancienne députée du Parlement libanais, et la deuxième, DAFA, l'association DAFA, et la deuxième fondée Bet El Baraka, la NGO Bet El Baraka, fondée par Madame Maya Shams Ibrahim. عالساعة 6:07 وقفت عقارب الساعة، وقف فينا الزمن وراحت بيروت. راحت وأخدت معها ذكريات، أخدت مطارح وأخدت ناس بكونا، ناس راحوا وتركوا بقلوبنا جروح. ما بعرف قد ايه هالزمن اللي نحنا فيه كفيل انه يداويها. عائلة دفا كان وجعها بيشبه وجع كل عائلة بلبنان. تضررنا، انأذينا، بس ما كان فينا نضعف. المسؤولية اللي كانت على عاتقنا كبيرة. ميرسي كتير على كل الأشخاص اللي ردوا النداء وجيتهم الساعة 6 الصبح. نحن رح ننطلق أول مجموعة الساعة 7، يعني بعد شوي. مجموعة تانية الساعة 9، كل ساعتين رح ننطلق مجموعة. وخلتنا نكون جاهزين من بكير لننزل على الأرض، ننزل على الساحات اللي كانت بتشبه ساحات الحرب. أنا بدي أرجع أقول 6 الصبح نحن بكرة بمركز دفا رح ننطلق نعمل اجتماع سريع وننطلق إلى المساعدة مطرح ما في حاجة للمساعدة. نتمنى هالمرة يمكن غريب طلباتنا، بدنا ناس يصلحوا إزاز، يشتغلوا ببيوت، نضم الجراح، نكون مع أهلنا. شفنا دم ودموع، شفنا حرقة قلب أم وبي مكسور، شفنا ختيار مزلول وشفنا طفل موجوع، شفنا بيروت عم تبكي، وشو كان طالع عبالنا نغمرك يا بيروت ونحن اللي نبكي. وقفنا حد بعض لأنه المصيبة كانت على الكل، ومن خيركن انتو ساعدنا كتار غيركن. وزعنا أكثر من 30,000 حصة غذائية، 16,000 علبة حليب أطفال، و12,000 حصة تنظيفات. شلنا الردم من كل بيت كان عم يصادفنا بنهارنا. رممنا أكثر من 400 بيت، ومكفين لأنه هالمدينة ومن بعد سنة بعدها مجروحة، وولادها بعدهم موجوعين. مش رح نوقف قبل ما نرجع النبض لقلبك والدفى لحيطانك يا بيروت، يا ست الدنيا يا بيروت.
My name is Maya Ibrahim Shah and I'm the founder of Beit al-Baraka. In a country where the rising cost of living forced an entire population into poverty, Beit al-Baraka was founded with the mission of providing the pillars of a decent living to the most vulnerable segments of the society, being the elderly and children. Our services ensure the basic rights to Lebanese citizens with the aim of breaking a feudalism-inspired dependency on a corrupt political class and grant these people the power and the choice to vote freely. Only when life is lived with dignity that free will is acquired. This is why, to achieve our vision of a Lebanon where families can live a secure, valued and respectable life without having to rely on charity, we had to set new standards of governance in the absence of any form of responsible government. Nutrition is a human right and should never be used as a tool that yields votes. So we started with a free supermarket that provides healthy food to our families of beneficiaries. And today, we cater to 226,000 households thanks to our FMCG donors who integrated us in their CSR programs and thanks to our agro-farming projects. Extending through 500,000 square meters of land in 3 different regions of Lebanon, our farms allow us to produce 150 kilograms of daily products a day, 1,000 eggs a week, 18 tons of organic fruits and vegetables, and 2 tons of honey a year, all distributed free of charge to our elderly and children, following the permaculture techniques that ensure the lowest carbon footprint and revive ancestral methods. Ensuring that our families have a decent standard of living in retirement meant also covering their livelihood and medical bills, knowing that Lebanon is one of the only 16 countries in the world with no pension schemes for the private sector, and the fastest aging population in the entire Middle East and North Africa due to low fertility rates, high life expectancy, and very high out-migration rates. Because of that, we had to establish a strong medical support system that fully covers treatments needed for vulnerable population, from chronic diseases to acute health problems, pharmaceutical services, laboratory and diagnostic care, emergency and hospital care, rehabilitative care, and we are currently in partnership with Médecins du Monde. Following the Beirut blast, we tremendously expanded our efforts to contribute in rebuilding Beirut, completely rehabilitating 3,030 units to date, including 682 small businesses. In the urban field, and with the aim of promoting the wellness of our communities, we engaged in redesigning the Jesuits' urban garden in an effort to create a pilot project of an agreeable neighborhood and setting an example of a thriving urban livelihood. Green urban spaces are a basic right for communities and boast infinite benefits, from fighting pollution to restoring biodiversity and encouraging general well-being. These spaces are also excellent for healing after the trauma of August 4th. Beyond the material damage incurred by the explosion, UNICEF reports 80% of children becoming worse off in the year following the blast. 400,000 students in a country that counts only 6.8 million people are no longer able to go to school. Youth is the future of Lebanon and the change we are banking on. In 2021, we supported 12,065 students to continue their education by paying their tuition fees, buying laptops, and installing internet in students' homes. However, with the severe economic crisis and the COVID-19 pandemic, 2 out of 4 students are expected to be deprived of school, according to UNICEF. Our aim for 2022 is to put 32,000 children back to school. Education is our biggest battle today. We need to save this sector and reclaim the Lebanon that has always been the main hub of culture in the entire region, the Lebanon that was the earliest seat of law school in the world, the Lebanon that has nurtured the greatest minds. Without youth, there is no future. In addition to putting students back in school, our program also includes offering microcredits to graduates and small businesses in order to help them realize their aspirations and dreams in their own country. And because economy, environment, and social are interdependent pillars of our country's model, our NGO adopts a holistic approach that tries to tackle all levels of the symbiotic cycle. This is why we launched KENZ, a social enterprise that aims at achieving scalable and lasting social change in Lebanon
by pioneering a new agricultural ecosystem that empowers an entire nation. Throughout its line of fresh, organic products, handmade by the women of Lebanon's villages, KENZ has a direct mission of empowering women in rural areas, knowing that only 9% of these women work in agriculture. How do we do that? By selling the traditional recipes of these women to the Lebanese diaspora, bridging them with a strong worldwide network of consumers. Through a top-notch branding and marketing strategy, collaborations with star chefs, and an ISO-certified industrial kitchen, we have all the requirements to elevate, promote, and export our villages' recipes. This is how we reunite Lebanese around the world with their culture and their heritage, while giving back to rural communities by creating job opportunities and injecting fresh dollars that can put children back to school and secure jobs to teachers. Our long-term goal is also to dismantle the system that paralyzed Lebanese agriculture since the 90s and severely impoverished producers. Today, Lebanon imports 80% of the food consumed, a scandalous reality that we are working to reverse. We do that by empowering producers and giving them access to market data, export, fresh money, and a safe future. In parallel, we are gradually working on enforcing sustainable and eco-friendly farming techniques, partnering with many professional organizations that endorse permaculture. KENZ is already shipping to the USA, the United Kingdom, France, and Africa, with 100% of the proceeds benefiting Beit el-Baraka. This is how we strive to become a self-sustainable charity. Last but not least, it is worth mentioning that our work has high, fast, and broad impact, knowing that it reaches 226,000 households across Lebanon through 95 partner NGOs, with 42% of our families based in Greater Beirut, 30% in the north, and 28% in the south. Through our charity work, we aim for a Lebanon where families do not have to rely on charity to live a decent life, where society finally learns to shift its overall mentality from individual interest to public interest, and finally learns that its own interest comes before the politician's interest. And this can only happen through awareness and education, our two strongest missions at Beit el-Baraka. C'est la société civile qui s'est mobilisée après l'explosion du 4 août. Associations, organisations, universités et initiatives privées représentent le véritable moteur de la reconstruction et de la sauvegarde du patrimoine. L'explosion a provoqué une vague de solidarité avec la population de la ville déjà éprouvée par la longue crise économique et politique du pays. Des experts de l'UNESCO, de l'ICOMOS, de l'IEA, de l'Union européenne, de la Banque mondiale ont été envoyés à Beyrouth pour apporter leur assistance et contribuer à l'élaboration d'un plan d'action pour la sécurisation du patrimoine culturel avec une solidarité internationale. Ce sont les vrais amis de la reconstruction. Et ce forum de réflexion permettra à la communauté internationale de s'informer sur les nombreuses initiatives des associations et ONG qui font face au quotidien à la crise humanitaire et qui essayent de pallier l'absence de l'État, comme on a déjà vu dans ces deux films. Ce forum, basé sur la déclaration urbaine de Beyrouth, lancée par notre ancien président de l'OIA, l'architecte et l'urbaniste Jad Thabit, il propose de rassembler tous les acteurs dans le but de coordonner leurs actions et de lancer une réflexion afin de reconstruire en mieux et répondre aux aspirations du peuple libanais en préservant le tissu social et le tissu urbain. Une telle catastrophe peut être aussi l'occasion de repenser les politiques urbaines de la ville, de repenser la ville, de repenser le rôle de son port et de retrouver la symbiose et la porosité entre ville, mer et eau, afin d'élaborer un nouveau plan directeur axé sur la population. Toutes les petites actions qui ont été faites sont efficaces,
ces actions d'urbanisme tactique représentent des îlots de réflexion qui contribuent à construire et à expérimenter Beyrouth de demain. La question se pose, ces petites actions pourront anticiper à l'élaboration d'un master plan pour la ville? Est-ce que la société civile peut-elle anticiper l'engagement public dans un projet urbain pour régénérer Beyrouth? C'est le sujet essentiel qui a été entrepris par la table ronde par Ariel Lamasmounji, Jade, Tabet, Paula et Antoine Chaya, et qui sera l'enclencheur de plusieurs actions importantes aidant à la reconstruction de notre ville, Beyrouth. Face à cette situation complexe sur tous les plans, l'investissement quotidien de l'ensemble des citoyens dans la reconstruction, la mutualisation des efforts et des compétences pourrait amener de nouvelles perspectives et permettra d'entreprendre des changements durables pour Beyrouth. Nous allons entamer cette première session avec 4 intervenants qui se sont impliqués par la reconstruction de leur ville de façon différente, mais visant un objectif essentiel, aider à effacer la douleur, donner de l'espoir aux habitants et reprendre la vie. On commence par Dr Halimi Kakour de la société civile et l'image de la révolution, et puis Maya Brahim, qui n'a pas pu être avec nous, fondatrice et présidente de la NGO Bet El Baraka, et puis avec l'architecte et l'enseignant Kamel Aboud de l'Alba, avec les 3 étudiants, mais il n'y a qu'un seul étudiant qui est présent, Nicolas, Salha, et enfin avec l'ingénieure architecte, fondatrice et gérante de l'agence RAR à Paris. Halimi Kakour, docteur en droit international public et activiste politique, professeur à l'université libanaise, faculté de droit et de sciences politiques, dans le contexte de l'explosion des crises politiques et économiques combinées avec des normes patriarcales, Dr Halimi va nous éclaircir le rôle des femmes dans la gestion de la crise et son impact sur elles et sur les autres groupes marginalisés. Welcome. Good morning, everyone. First of all, I would like to thank UNESCO. I would like to thank you, Thomas, Ayten. I would like to thank you, my friend Sylvia and Marlene. So thank you for your big effort to help Lebanon. So I'm gonna talk about the gender aspect of the explosion of the response to the Beirut blast. So within the context of Beirut blast, of overlapping political and economic crisis, combined with highly patriarchal norms and structural gender inequalities, it's important to understand the role of women and the role of feminist organization within this blast. The explosion compounded pre-existing needs and aggravated structural inequalities that have persisted in Lebanon. I would like to see our ranking in the international report. We are ranked 145 out of 153 countries in the World Economic Forum Gender Gap Report to 2020. So talking about women's rights in Lebanon, we are really at the end of the report, and we have to work with holistic approach in advancing women's rights, political, economic, social, cultural, and educational. So we are amongst the lowest global rates of women's labor market participation. It's not 29, it's 26. It's a 26 for women, a 24 for women, and 76 for men. Yes, Lebanese people versus government, what our government did. So more than 15 days after the tragedy, the Lebanese government has not gone far enough to relieve the distress of the population and failed in managing the crisis. Individual citizens and organizations have taken it upon themselves to respond to the victims' needs.
they provided critical care and support, including saving the injured, rescuing houses, and clearing rubbles, providing food, health, psychosocial support. So they did a lot of things. They did it better than the state. In the aftermath of the explosion, women and girls were observed in a huge number in the street in many roles. Women were the first responders to the explosion. Volunteers for the cleanup efforts, organizers of the fundraising initiatives, frontliner responders, and many stepping. A women's rights activist in Beirut noted that the fundraising and volunteer initiatives were led by women. And even a male civil defense work noted, I saw a dominant role of girls in the response as first responders. They were working the tasks normally held by men, like removing dead bodies and going to the explosion area to help with this response. When we talk about women, we talk about women in the plural. The diversity of women were there. We're not talking about women with A, women with E. The diversity it was an inclusive response. So during this difficult moment, for women groups, what we did? As a feminist, I'm an activist with UN Women. We worked with UN Women closely with feminist organizations to include the gender aspect in the response, and the studies, and the reports. So this is why we ask for segregated data. During this difficult moment, if women groups are not at the heart of the response plan, they will continue paying the price for the decades to come, and the discrimination, the management of this crisis would reinforce the violation of their rights. So we needed to include the gender aspect in order to not aggravating the discrimination against women. So we ask for segregated data. 36 of reports are gender blind. We have numbers with not for women, not for men. It's not clear what the impact on women. This is why it was very important to work on the feminist charter with the UN Women to include the gender aspect in the response plan. So we got a charter, and we worked on the 3RF, a reconstruction framework, co-led by UN, World Bank Group, and European Union, and we worked closely on the 3RF with all these international donors in order to guarantee to include the gender aspect in the response. So, and we got a charter, so I'm inviting you to Google the charter on the and read it. It's like 2 or 3 pages charter, including what was the aim of the charter. Distribute the aid in the manner that takes into account the disproportionate effect and impact, short and long term, of the most vulnerable and historically excluded group, like women, girls, persons with disabilities, migrant refugees, LGBT, elderly women, and others. To recognize it in the distribution of aid, the existing gender inequalities, and to seek to ensure that all women and girls' needs and priorities are met in the response. So, because based on the previous experience in Lebanon, and how aid has been distributed, we're not just talking about the clientelism adopted in the distribution of aid, it was gender blind. So it was not really segregated to the most vulnerable components, groups of the society. The charter of the demands by feminist activists, we had in the charter 39 feminist NGO signatories of the charter, and 4 feminists, I'm one of them, 4 feminist activists. So, and women's rights organization Lebanon signatories to this charter are concerned with the human toll of the explosion of the Beirut. We have been reeling for the political system, which is sectarian, patriarchal, corrupt, and has oppressed women and youth for decades. Even before the explosion, we were underrepresented in national political institutions, comprising only 26% of the workforce, and we have 4.6% of women in the parliament. And now we have just 1 minister in the government, female minister. Yes. So the charter, the main
topics of the Charter, the titles are first, to conduct gender assessment on needs and priorities, ensures women's representation, leadership, and inclusion, provide food security, shelter, and sustainable livelihood, prevent and respond to violence against women and girls, and ensure access to health services and sexual and reproductive health rights. And we did this. We did the rapid gender analysis of the Beirut port. It's an RJA. Older women, and we discovered that older women living alone constituted 8% of the assessed population living in the explosion. They struggle to access assistance because they are either unable or unwilling to leave their homes. Approximately 5% reported family members who were pregnant or lactating, and host access to continuous reproductive and health services has been disrupted, and reduction in employment opportunity for women. And the impact on our children was great, was very big. They are traumatized. 14% of children assessed were suffering from big trauma. We're gonna talk about business led by women too. Lebanon already ranked low, 139 out of 153 of women's economic participation. According to an assessment led by Mercy Corps, 1,164 businesses across 24 neighborhoods in Beirut, approximately 1 in 5 were owned by women. According to UN Women Stand for Women assessment, half of female-led business will not be able to reopen without some form of assistance. So what are the characteristics? This is why we need segregated data to understand what is the difference between business led by women and business led by men. So let's see the difference between these two categories. Women-led business is even more likely to be smaller and unregistered. Half of women-led business were unregistered compared with about 1/3 of male-led business. Women-led businesses are also more likely to employ more women than business led by men. So it's very interesting to know that if these businesses will close up, it means many women will lose their jobs. The implication is that the loss of women-led business also leads to a loss of employment opportunities for women, naturally. Feminist and women's rights organizations claim to ensure that the reconstruction plans ensure equal chances for women and men to be employed with special focus on supporting the recovery for women. So this is our picture during after the explosion. I'm gonna talk about not just about women. I'm gonna talk about youth. I'm really, Mr. Salha, I'm really glad, I'm really honored to be with you on this panel. I would like to see youth more and more in these kind of panels, not just us, because the real leaders are our youth, Lebanese youth. I'm gonna talk about persons with disabilities. This person is really a great man. He's the director of Afrojoie. His name is Mark Torbey. Mark Torbey is a person with disability. And what he did, following the explosion of Beirut port, he's leading the emergency response team comprising of over 6,000 volunteers from 18 countries and 300 skilled labor workers, aiming to rehabilitate over 54 buildings and 300 apartments to impact more than 300 families in Karantina, Mar Mikhael, Khanda, Rami, and Basta. So this just to show you what women are doing, what youth are doing, and what persons with disability are doing. But I need to tell you something, that we are all excluded from our political system. We're not part of the decision making. The reconstruction of state is not just physical, it's cultural, it's social, but it's human. We need to reconstruct the humanity in our country. And this reconstruction would never be happen without reaching the justice. A year after the blast, we didn't reach the justice. Yes, the impunity is the rule. Sorry, shit.
We're still under trauma. I cannot talk about the Bloods without crying. So shit. Lebanese women, youth, persons with disability are the one leading changes. We saw them in the uprising 2019 October, ثورة 17/20, where it was inclusive. Yes, inclusive. All of us were there, women, men, people with disabilities, rich, poor, middle class, all of us, LGBT, all of us were there. Leading changes, but it's not enough. We should be part, and we will be part of the governance. Soon, we need to reconstruct the state. So civil society is very important. They are replacing the state, but this is wrong. We cannot replace the state. We need a strong state. Yes, the civil society is important because we can give legitimacy to the system. We can reinforce the democratic values of the system, but we cannot, the system is not just civil society, so we need really to build a strong state, a secular state. Secular and not sectarian, not racist, not a sexist system. So we need a new social contract in which women, youth, persons with disabilities are equal parties in this contract and have equal individual political rights. Stop with the communitarian system. Confessional group, they don't have political rights. Individual human beings have political rights. So let's give this equal rights to every one of us, despite the sex, despite the confession, despite the religion. Thank you. I will tell you something, that we will be part of the governance soon. The election is coming, and we will be part of it. We will regain the governance, we will regain our state, and we will rise from the ashes, all of us, with our state. Thank you. And sorry for the people. Thank you, Dr. Halimi, and we count on you. We need leaders like you to build a strong state and a secular state, like you, like Paula, like all the new generation, like you mentioned, the new generation, your role is now. So we count on you. Malheureusement, Madame Maya Ibrahim n'a pas pu nous rejoindre, comme j'ai déjà mentionné, à Venise, pour des raisons familiales. Elle a toujours participé activement avec la fondation Beit El Baraka à aider les habitants, et de même, elle a subventionné les frais de voyage des étudiants pour qu'ils expriment leurs idées. Maya a lancé un programme de réhabilitation des espaces publics et des jardins communautaires dans les quartiers sinistrés. Je dois remercier l'ALBA, l'Académie libanaise des beaux-arts, Université de Balamand, enseignants et étudiants, qui ont accordé leur soutien officiel à ce forum et qui se sont engagés dans des ateliers pluridisciplinaires pour repenser la ville et son port et le lien entre les quartiers sinistrés et la mer. Leur objectif éducatif et culturel est basé sur la préservation du patrimoine urbain et du patrimoine architectural. Or, les quartiers détruits, regorgés de trésors architecturaux et des lieux de vie quotidiens où certains y avaient vécu depuis leur enfance. Merci pour la collaboration de l'ALBA. Merci pour cette initiative qui a donné la chance aux étudiants d'introduire leurs pensées et leurs idées dans le cadre d'une nouvelle vision. Kamel Aboud, architecte et enseignant à l'ALBA, un des responsables d'ateliers, et l'étudiant Nicolas Salha vont présenter les projets des différents ateliers qui ont été lancés à l'ALBA. Deux de ces trois étudiants, Cindy et Gilles, devaient faire cette présentation, mais n'ont pas pu obtenir de visa. Nous le regrettons vivement. Et comme presque toutes les universités d'architecture au Liban,
Les étudiants, avec leurs enseignants, d'un même élan, se sont tous penchés sur la zone sinistrée. Ils ont formé pour chaque exercice des mois entiers. Ils ont fourni pour chaque exercice des mois entiers de réflexion et d'études. Soyez les bienvenus, Monsieur Kamel et Nicolas. Je ne sais pas qui va commencer. Bonjour de nouveau. Notre intervention, effectivement, elle peut être relativement timide par rapport aux travaux énormes qui ont été faits par des associations sur site. Je pense que notre souci principal était un peu d'aider les étudiants à s'engager à nouveau pour reprendre en main leur ville. Et c'était une façon de le faire dans le cadre universitaire. Et je pense qu'ils se sont tous rués sur le travail d'une façon inattendue pour nous tous. Ils se sont vraiment dévoués énormément. Donc on va vous montrer quelques exemples de quelques approches différentes dans les ateliers pour un peu illustrer notre propos. Avant tout, j'aimerais quand même un petit mot, une petite pensée à notre ami Jean-Marc Bonfils et à tous ceux qui sont morts dans ces deux années de crise de Covid terrible, surtout ici en Italie. Je pense que c'était important qu'on le dise. Donc aussi chez nous au Liban, les humains sont tombés par grappe dans la crise du Covid et en plus donc cette explosion. Donc comment se résigner face à l'horreur de la criminalité humaine? On peut se résigner peut-être à une catastrophe comme le Covid, mais l'horreur humaine, c'est beaucoup plus difficile. Donc la catastrophe scandaleuse a plus d'un titre. L'explosion du port de Beyrouth est à ce jour encore inexpliquée. Que ce soit l'incurie, la criminalité, le terrorisme ou simplement un acte de guerre, les causes, toutes sont reliées d'une façon ou d'une autre à des conflits entre pays ou entre axes politiques internationaux. Ignorer cela ne peut qu'ouvrir la porte à d'autres catastrophes du même genre. Il n'y a que la vérité qui permettra d'enclencher réellement la reconstruction de Beyrouth. Sans cela, tout investissement risque d'être à fond perdu. C'est un peu notre principale requête ici à Venise, la ville improbable, la ville peut-être de tous les possibles. On ose espérer. Donc l'Alba a eu des victimes, donc notre ami Jean-Marc Bonfils. Ça a en fait marqué pour toujours et le quartier et l'Alba et la ville de Beyrouth. Qu'il soit tombé pour rien comme toutes ces victimes nous a hantés, nous a galvanisés. Et ça a un peu boosté tout le monde pour aller plus loin. Donc là, rapidement, je vous montre un peu les différents ateliers à l'Alba, qu'ils ont avec chacun leur groupe d'enseignants et un peu les thèmes qui ont été faits. Nous avons sélectionné uniquement 4 ateliers qui étaient le plus proches, disons, à parler un peu. Et on va vous montrer des échantillons dans ces 4 ateliers, l'atelier de licence, master, atelier urbain 1, atelier urbain 2. Donc c'est un peu rapidement ce qu'on va vous montrer. Il y avait 2 axes dans les approches. Il y avait un axe prospectif qui avait beaucoup plus une finalité presque thérapeutique pour les jeunes. Ils se sont vraiment défoulés, on les a laissés totalement y aller comme ils voulaient revoir un peu leur truc. Et puis il y avait l'axe plus pragmatique qui disait on va essayer de faire quelque chose de plus proche de la réalité, on va essayer de faire des projets qui vont peut-être aboutir à des projets fixes qui seraient un jour éventuellement constructibles s'il y aurait de l'argent, s'il y aurait les volontés, etc. C'était un peu l'exercice qu'on a donné aux étudiants et qu'ils ont tous vraiment embrassé. Donc, on vous montre un peu les 4 grands axes de réflexion. Donc, dans la licence, dans le master, et puis dans les ateliers urbains. Je vais parler un peu de l'axe prospectif. Vraiment, les jeunes se sont défoulés totalement. Là, c'est par exemple l'immeuble de l'EDL, qui était un peu un symbole de la corruption dans le pays, où ils ont décidé que finalement c'est le pouvoir du peuple qui va venir phagocyter ce bâtiment, l'embrasser, l'enrouler, le ligoter de partout. On vous montre un peu leur feeling qu'ils ont montré dans ce genre de projet. C'est vraiment une sélection un peu presque au hasard des titres des projets. Il y en avait une trentaine par atelier. Là, par exemple, un autre groupe a décidé « Welcome to Hell », parce que c'était un politicien qui avait prononcé ce mot. Et donc, ils ont revu dans le même bâtiment, ils se sont dit « c'est un passage en enfer, donc, et on va descendre dans des sous-sols pour finalement peut-être aboutir un jour à avoir une fenêtre vers un espoir ». Donc, c'est un peu illustratif de la fonction thérapeutique de ces exercices dans l'axe prospectif. Là aussi, ils ont totalement phagocyté l'immeuble de l'EDL, justement, de l'électricité du Liban. Ils ont fait une méga tour totalement impossible,
une sorte de bras d'honneur un peu à toute la politique rentière du pays. C'était une façon de dire, ben, vous voulez encore, et ben voilà. Et ils ont même mis un aéroport au-dessus. Donc tout ça, c'était un peu vous dire, ça c'est un peu l'axe prospectif. Là, je vais donner la parole à Nicolas et à ses collègues qui en fait n'ont pas pu venir malheureusement, mais ils ont enregistré leur présentation. Ça, on est dans l'axe plutôt pragmatique. Nous allons vous présenter le projet de master intitulé L'avant et l'après 4 août 2020. Après l'explosion, les encadrants de l'atelier ont décidé de s'attaquer à 3 zones géographiques principales les plus proches de l'explosion, qui sont 1 Gemmayzeh, 2 Marmkhayel et 3 la zone de Mdawar. Chaque groupe d'étudiants s'est chargé d'une zone. Ce projet de l'atelier Master 1 a duré les 2 semestres de l'année. Le premier semestre a été divisé en 4 phases de travail, allant du recensement et du travail de terrain à la proposition concrète, aboutissant à un projet individuel qui serait développé en 2e semestre. Durant la première phase de recensement, nous sommes descendus au terrain, ayant pour but de réaliser une base de données qui nous sera utile pour la suite. Le travail s'est réparti entre la cartographie des données, par exemple du domaine bâti, ensuite l'infrastructure, la circulation, le parcellaire avec les espaces verts, et cela sur toutes les zones d'études. Par la suite, nous avons commencé à analyser ces données, en optant pour plusieurs méthodes de travail, comme la cartographie, le dessin et les croquis, des diagrammes, des modélisations 3D et même des collages. L'analyse était particulière à chaque zone, par exemple Gemmayzeh et ses 3 caractères, la périphérie de la gare déconnectée, le plateau dynamique avec la rue Gouraud et la butte enclavée avec la zone sursaut. Pour chaque zone, nous avons procédé par une modélisation 3D pour mieux visualiser l'ensemble. Ainsi, nous avons étudié l'évolution du bâti, le patrimoine et les espaces vides. De l'autre côté, nous nous sommes attardés à l'étude des fonctions du port et sa relation avec la ville, et les nombreux obstacles qui privatisent l'accès visuel et physique au port et à la mer. Durant la phase de réflexion, chaque étudiant s'est fixé un thème qu'il jugeait nécessaire et auquel il était sensible. Par exemple, l'un des thèmes parle du monument comme une part de la mémoire collective du peuple. Les silos sont un élément très dominant dans le paysage portuaire. Devrait-il rester pour contrecarrer le phénomène de l'oubli ? Un autre thème de réflexion concernait la densité au cœur de la ville comme un facteur nécessaire pour la préservation du vide et son caractère. Dans ce cas, l'adaptabilité est le moyen de lutter à une urbanisation radicale de Gemmayzeh. Aussi, nous avons mené une réflexion sur les espaces verts, particulièrement à Gemmayzeh qui se trouvent en abondance. Cependant, ils sont tous privés. Offrir une partie de ces terrains verts au public pourra rééquilibrer le rapport idéal. Sans oublier la société au cœur de tous nos projets. Cette classe créative joue un rôle de catalyseur urbain. Nous croyons que la régénération urbaine peut se faire par la consommation culturelle. Durant la 4e phase, chaque étudiant a proposé une intervention selon le thème étudié. Personnellement, je me suis penché sur l'étude du patrimoine architectural qui est assez présent à Gemmayzeh. Je suis intervenu sur l'école des 3 docteurs, qui est une des propriétés de l'église. En proposant d'offrir ce terrain au public, une extension de cette école a été ajoutée avec d'autres équipements publics à l'échelle du quartier. Dans la même approche de la préservation du patrimoine, Joseph a pris son temps à faire le relevé de 2 immeubles sur la rue Gouraud, tout en proposant un projet de rénovation ainsi qu'une extension en étage. En divisant ces grands appartements, le projet accueillera les artistes et les jeunes au sein de Gemmayzeh. Près du Quantum House, Wafi s'est lancé dans une approche thérapeutique qui aide à guérir du traumatisme de l'explosion. Ainsi, il propose une esplanade culturelle tout en offrant des studios d'artistes avec des salles d'exposition. Karen a visé le même thème d'art-thérapie. Dans son projet de bibliothèque urbaine, elle cherche à remédier à la tragédie en repensant la zone Firali, une zone résidentielle avec un programme intellectuel et des activités artistiques. D'autre part, Joseph dit « L'interface Gemmayzeh-Charles Hello a toujours été négligée. Il était temps d'ouvrir cet espace à la communauté. Pensant au recyclage des matériaux, il parle d'un centre communautaire qui estompe la rupture entre l'autoroute et les quartiers voisins. Personnellement, l'explosion m'a rempli de rage et je voulais voir du changement. Le projet de reconstruction du port doit être un message politique du gouvernement pour regagner la confiance du peuple. Pour cela, mon projet revendique le domaine public en ouvrant le port aux Libanais avec en annexe un musée des talents. Dans ce même esprit, Jade a réimaginé la vocation d'un bâtiment gouvernemental, l'EDL, d'un espace privatisé à un espace ouvert au public. Ce geste place la communauté locale comme un agent primordial dans la régénération urbaine. Enfin, Serge et Rudi,
ont vu dans la friche de la station de train de Maghreye un énorme potentiel de lien entre deux zones de la ville qui ont été brutalement séparées par l'autoroute. Ce projet repense la gare en une halle marchande au sein d'un grand espace public. Enfin, la phase finale du projet a couvert tout le deuxième semestre, dans lequel chacun a développé son projet en un dossier d'exécution. Avec le suivi de nos enseignants et ingénieurs, nous avons étudié la structure, la mécanique et la partie électrique du projet, tout en développant des protections solaires et des systèmes de fixation particuliers, espérant qu'un jour ce dossier servira à la construction réelle de nos projets. On passe maintenant à l'atelier urbain dirigé par M. Mjaras, qui a couvert tout un semestre. Toujours dans les zones sinistrées, les projets d'urbanisme tactique se localisent le long de la rue Gouraud, véritable colonne vertébrale des quartiers de Gemmayze. Ces quartiers, et grâce à leur dimension humaine, ont pu tisser dans leurs espaces publics des liens entre les habitants, artistes et usagers. Cependant, cette vie de quartier qui était le moteur urbain de Gemmayze s'est trouvée en danger suite à l'explosion du 4 août. Cette tragédie a créé un traumatisme aux Beyrouthins, les laissant évidemment avec des logements dévastés, mais surtout avec un espace public en péril. Et voilà que l'esprit festif et joyeux qui s'est retrouvé n'existe plus. À ce stade, on passe à l'action et on se pose la question suivante. Face à cette urgence post-catastrophe, comment renforcer la résilience urbaine et consolider le bien-être des habitants? Ces ateliers parlent de petites actions qui ont un grand impact. Dans cet esprit, l'approche du bottom-up urbanisme s'apparente à une forme d'acupuncture urbaine reposant sur 3 piliers. 1. Le faible coût. 2. La rapidité d'exécution. Et 3. La facilité d'exécution. L'atelier a proposé plusieurs interventions pacifiques à Beyrouth qui constituent un espace médiateur entre la maison et le travail, le third space. Nous avons eu recours aux activités qui permettent l'interaction, l'échange, l'expression, la plantation ainsi que le divertissement. Ces activités seront dispersées dans le domaine public, comme les trottoirs, les espaces de stationnement ou bien les escaliers. Toujours dans une approche écologique et économique, nous avons choisi des outils de notre vie quotidienne. Ils sont jetés et sont facilement à utiliser, comme la palette, le pneu et la peinture. En combinant plusieurs outils aux espaces disponibles et aux diverses fonctions, nous avons créé les 4 Places to Meet. Places to Express, to Plant, to Play and Connect. Le premier espace, Places to Express, utilise la palette. S'exprimer est un moyen de réhabiliter non seulement la ville, mais aussi les habitants du quartier. Ces installations prennent place sur l'escalier Saint-Nicolas. Suite à une analyse approfondie de la morphologie de cet escalier, nous avons introduit plusieurs thèmes qui poussent les gens à s'exprimer de diverses façons. Un principe de module simple a été adopté. En empilant et assemblant les palettes, on obtient des éléments modifiables suivant le thème, et même des éléments suspendus par exemple. Une fois placé sur l'escalier, on crée l'espace selon le thème en question. Ici, l'espace est dédié à la création et à l'exposition de l'art. Dans sa nature, l'installation est versatile et inclusive. Ainsi, elle accueille tout genre d'événements pour toute personne. Le second type d'espace créé avec la palette, c'est les Places to Plant. Les Libanais, passant par une importante crise économique, cherchent de nouveaux moyens afin de subvenir à leurs besoins de base tels que la nourriture. Donc, planter chez soi peut devenir une solution à petite échelle. Chaque type de plantation a besoin de certaines conditions spécifiques, d'où les divers modules conçus et adaptables. En combinant plusieurs de ces modules, la Home Edition a été créée et pourrait facilement être disposée sur un balcon ou une petite terrasse. À une échelle plus grande, un parquet peut être transformé en espace de plantation au cœur de la ville. C'est la Street Edition. Occupant aussi les espaces vides et éclairés, cette installation devient non seulement un point de rassemblement, mais aussi un lieu de production et d'engagement social. Passant aux pneus, nous introduisons les Places to Play. Cette installation aide à changer la perception péjorative du pneu qui se voit brûler aujourd'hui. Nous avons commencé par élaborer une série de prototypes divisés en plusieurs catégories ayant chacune une fonction précise, comme Play, Sit, Social Express ou Plant. En prenant l'espace occupé par 3 voitures, nous avons regroupé plusieurs de ces prototypes pour en faire une installation. Chaque proposition est un amalgame de plusieurs fonctions de jeu, d'art, d'expression ou bien de détente. Faisant le même exercice mais dans un terrain vide, Open Space Edition est une proposition d'un Adventure Playground. Ceci est un espace de jeu alternatif qui offre plusieurs séquences d'espace et stimule l'aventure chez les utilisateurs. Le dernier espace est Places to Connect, développé avec la peinture. Cette installation a pour but de jumeler entre les 3 autres installations afin de créer une entité finale. L'intervention est une série de modules peints au sol tout au long de la rue Gouraud
qui changent de forme et de dimension selon l'emplacement. Cette intervention sert aussi de communication entre les passants et les habitants. Sur chaque intersection, un message ou une question sera disposé, par exemple « How can you help ?» et les réponses seront présentes dans les modules qui suivront. Par ce fait, le trajet piéton devient curieux et même informatif. Les intersections, les zones de stationnement, les friches et les extensions des escaliers ont été connectés par les modules. Cette installation anime le trajet piéton du quartier et toutes les installations ensemble constituent Places to Meet, un vrai incubateur des interactions dans le quartier. Durant le confinement et pour entrer mieux dans le jeu, chacun a commencé à expérimenter chez lui. Ayant pour but la facilité d'exécution, nous avons commencé à dessiner les instructions d'assemblage, un genre de catalogue qu'on pourrait partager avec les habitants. Tout en récoltant les pneus et les palettes au bord des routes, l'exécution était facile, rapide et même amusante. Les résultats étaient aussi satisfaisants. C'est quand on perd les choses qu'on se rend compte à quel point on y tient, ou du moins à quel point on y est habitué. Suite à la tragique explosion du 4 août 2020 qui a détruit le port de Beyrouth ainsi que la plupart de ses quartiers avoisinants, mes collègues et moi-même étions de plus que jamais motivés à l'idée d'entamer le projet urbain de master d'architecture à l'Alba, avec la même envie et le désir de reconstruire et de repenser la ville, autant au niveau académique qu'au niveau pratique. Bien sûr, nous exigeons le meilleur pour Beyrouth, notre Beyrouth, à ce jour meurtri. Nous sommes donc proposés d'améliorer la relation entre la ville, le port et la mer, jusque-là presque absente, en s'inspirant de l'aménagement de grandes villes portuaires comme Marseille, Lisbonne ou encore Barcelone. De ce fait, nous avons commencé par étudier les différentes ruptures et liens entre la ville, le port, tels que l'autoroute Charles Hello, freinant toutes les liaisons perpendiculaires avec le port en provenance de la ville. Nous avons alors réfléchi à l'aménagement d'une nouvelle infrastructure routière, déviant l'autoroute, créant ainsi à sa place des espaces de rencontres multiculturels permettant de souder des liens entre la population, un besoin majeur en ces temps difficiles. Ou encore, un tunnel libérant l'espace supérieur pour ainsi créer une connexion piétonne directe entre la ville et le port. Dans un deuxième temps, nous avons analysé de nombreuses fonctions de la ville qui a permis de mettre en évidence que Beyrouth a un énorme potentiel touristique. Hôtels, universités, centres commerciaux, boîtes de nuit, plages, musées et espaces verts, toutes les conditions sont requises pour accueillir le plus grand nombre de touristes. C'est là que nous avons proposé de créer un port touristique à l'entrée de la ville. Celui-ci pourrait permettre de faire croître la situation économique du pays dans plusieurs domaines et d'augmenter le rendement du port au niveau de la Méditerranée. Dans cette optique, nous avons tout d'abord proposé d'améliorer l'infrastructure routière en considérant l'emplacement d'un circuit de trams et de bus au niveau de la ceinture de Beyrouth, pouvant desservir la multitude de fonctions culturelles et de loisirs. Afin de faire place pour un futur port touristique, nous avons tout d'abord pensé à relocaliser les entrepôts du port industriel, surtout ceux contenant des produits chimiques et explosifs, dont les dommages sont encore ancrés dans nos cœurs à jamais. Agrandir le port industriel impliquera aussi une expansion économique majeure pour notre pays, qui se voit aujourd'hui être dans la plus grande crise économique de son histoire. Cette extension viendra s'ajouter à un ensemble de projets futurs, tels que le projet Linor à l'est, longeant la côte, ou encore le développement du waterfront à l'ouest, englobant le projet de M. Rensopian. Elle inclura entre autres l'extension du port industriel, où pourront être stockés les produits dangereux à 1,5 km de toute zone résidentielle selon la loi, une nouvelle zone de stockage située de l'autre côté du fleuve, ou encore une extension du port de pêche et de ses fonctions existantes, ainsi que l'ajout de logements pour pêcheurs et un marché de poissons. Quant au nouveau port touristique, il aura un lien fort avec la ville et les quartiers limitrophes. Son réaménagement
se fera tout d'abord par la création d'un mémorial du 4 août 2020 sur les lieux mêmes de l'explosion. Les quais des bassins 2 et 3 accueilleront des fonctions touristiques et notamment des commerces, des cafés et des restaurants au rez-de-chaussée. Nous avons finalement étudié le gabarit pour permettre aux habitants de la ville de garder une vue sur la mer, ainsi que la continuité des liaisons perpendiculaires permettant d'ouvrir des perspectives sur la mer. On dit trop souvent que Beyrouth est comme un phénix et qu'elle renaît toujours de ses cendres. Mais je pense que c'est plus que ça. Ce sont des flammes de rage et d'espoir résidant en chacun de nous qui s'unissent pour permettre à ce phénix de se relever encore et encore. Et c'est cette union qui rend Beyrouth éternelle. Merci. Merci Kamel, merci Nicolas. L'ingénieure architecte Zena Khouri, fondatrice et gérante de l'agence RAR franco-libanaise, représente aujourd'hui tout d'abord The Windows for Beirut, les architectes de l'urgence hébergés par la Fondation Architectes du Monde, une vidéo sur les activités depuis 1 an. Et ensuite, en collaboration avec l'association Zahli Al Beyrouth, reconstruction d'une rue avec la mairie de Suresnes, une vidéo de reportage sur place. Et enfin, elle représente l'USJ, une promo de bourse. C'est dans le cadre qui a été mené avec l'USJ. Ils ont lancé en 2020 une promo de bourse afin de collecter des dons et aider les étudiants à rester au Liban et pouvoir payer leur inscription. Welcome. Bonjour à tous. C'est la flamme de rage qui m'a amenée à être ici aujourd'hui. C'était pas prévu, mais en fait, on m'a poussée pour présenter un peu les personnes qui travaillent dans l'ombre. Je suis, comme Madame Masbounji, 100% libanaise et 100% française. Et j'ai mal à mon pays. Et en fait, voilà, je vais vous présenter des personnes qui travaillent dans l'ombre et surtout des reportages sur place pour montrer la population qui a subi ce désastre. Donc, il y a la Fondation des Architectes du Monde qui héberge Windows for Beyrouth et Architectes de l'Urgence. L'architecte de l'Urgence qui ont œuvré pour aider les familles à rentrer chez eux avant la pluie l'année dernière. Je fais partie aussi de l'association de l'USJ en France. Et en fait, on fait beaucoup de soirées de gala pour récolter des fonds et payer l'université à des élèves qui n'ont pas les moyens de le faire. Et cette année, ils ont lancé une action qui s'appelle « Une promo, une bourse ». Et avec les réseaux actuels, on peut se regrouper très facilement et toutes les promos depuis 1960 se sont regroupées et ont récolté de l'argent pour payer un étudiant et qui reste sur place et que l'USJ puisse avoir des fonds pour continuer à mener les études. Et en fait, quand on touche à l'éducation dans un pays, on touche à tout. Et c'est pour ça que l'USJ œuvre à garder les étudiants au Liban. Donc, les travailleurs dans l'ombre, dans la lumière de Venise, c'est une photo que j'ai prise l'autre soir au coucher du soleil. Et je vais vous présenter Windows for Beyrouth par une vidéo que Lara Moutin a préparée pour vous. Donc, je lance là. Il n'y a pas de son. Il manque un câble.
va le relancer, on va repartir. Et par 3. J'ai trouvé ça... Windows for Beirut est né de ma colère, en fait. J'étais à Beyrouth pour passer des vacances en juillet 2020 et j'avais loué un meublé. Il y a eu l'explosion, j'ai installé à ma place des sinistrés et le lendemain je suis venue pour relouer un autre appartement, c'était ma BA, je voulais contribuer à installer d'autres sinistrés et j'ai vu que les prix avaient été multipliés par 3. J'ai trouvé ça absolument dégueulasse et j'ai décidé d'agir. Donc j'ai fait appel à l'architecte de l'urgence et nous avons créé Windows for Beirut. Windows for Beirut est une fondation d'utilité publique abritée par la fondation Architectes du Monde. Donc c'est la fondation abritante et c'est la seule fondation d'utilité publique habilitée à faire de la construction elle-même. Elle a aussi une accréditation ECOSOC auprès des Nations Unies. Et on opère avec l'aide, avec le support de la Fondation Architectes de l'Urgence, qui est la structure opérationnelle de la Fondation Architectes du Monde. Les objets de la Fondation sont les suivants: aider à la reconstruction et venir en aide aux populations, contribuer à la relance économique du pays, tant qu'on peut, de ces zones sinistrées en fait, des zones sinistrées, et troisièmement, sauvegarder le patrimoine, et quatrièmement, assurer la formation si nécessaire. Donc nous avons monté une toute petite équipe, et nous avons décidé d'opérer à travers des ONG locales que nous avons sélectionnées pour leur probité, pour la transparence de leur process, pour leur capacité à agir et pour leur delivery oriented mindset, comme qui dirait. Donc nous avons délibérément choisi Live Love Beyrouth, Beitna Beitak, Basma et aussi Tamanna. Donc nous avons enclenché des gros programmes de réhabilitation avec une sélection très claire et très structurée du process de sélection des bénéficiaires. Donc nous les avons visités, identifié les travaux qu'il y avait à faire, agréé ce qu'on appelle les Bill of Quantities avec les ONG partenaires, établi des programmes de partenariat, des programmes de reporting, des suivis des travaux au niveau sécurité avec les guidelines d'architectes de l'urgence. Patrick Coulombelle, en fait, est le spécialiste de l'architecture de l'urgence. La France a été aux côtés des Libanais après l'explosion dévastatrice du 4 août, à travers son président Emmanuel Macron, à travers ses élus, ses médias, ses citoyens, à travers l'aide humanitaire gracieusement convoyée par CMA-CGM. Windows for Beirut a collaboré avec les ONG libanaises Live Love, Basma, Tamanna et Beitna Beitak pour faire entrer les Libanais chez eux avant l'hiver et avant les pluies. Et à présent, c'est une nouvelle phase qui commence pour nous, c'est un déploiement à Tripoli, où on a enclenché un vaste programme de réhabilitation d'un quartier avec 9 immeubles et la création environ de 50 jobs pour justement les locaux. On travaille dans ce contexte-là avec une ONG libanaise avec laquelle on est partenaire à Beyrouth qui s'appelle Beitna Beitak, que nous avons conduit à travailler aussi avec les gens de Tripoli. Donc nous avons mobilisé des gens à Tripoli, emmené l'encadrement de Beitna Beitak et tous les prestataires sont des Tripolitains. Donc nous créons à la fois, nous réhabilitons leur quartier et nous créons des jobs. Et c'est une nouvelle phase de déploiement. Il est vrai que aussi moi je ne vous cache pas que je serais très intéressée de participer au programme de reconstruction de Beyrouth et je pense que la Fondation Architectes du Monde avec ses credentials et la Fondation Architectes de l'Urgence, on a tout ce qu'il faut pour être le véhicule de canalisation de cette reconstruction, que ce soit en termes sécuritaires, que ce soit en termes éthiques. D'autant plus qu'il y a 3 ministères français importants qui siègent au Conseil de la Fondation Architectes du Monde, à savoir le ministère des Affaires étrangères, de la Culture et de l'Intérieur. Donc voilà, c'est une année pour moi qui a été très riche en émotions et en réalisation finalement, parce que aider les Libanais, vous savez, le Liban c'est un carrefour de civilisation, c'est un pays où l'absence de normes est la norme, où tout est possible, le meilleur comme le pire, et tel le phénix, le pays renaît de ses cendres. Moi je déteste le mot résilience en ce qui concerne le Liban parce que ça l'a conduit à beaucoup d'emmerdements, mais
mais en même temps, cette résilience va l'aider à s'en sortir à condition que la communauté internationale adresse les vrais sujets et sur une approche de justice et d'aide aux Libanais. Et puis le Liban, c'est pas que Beyrouth. Tripoli, c'est une cambrioleuse des cœurs. Découvert Tripoli, Beyrouth est la capitale du Liban. Tripoli, c'est la capitale des Libanais. C'est le berceau de la diversité. Et c'est une région qu'on doit aider parce que c'est devenu la ville la plus pauvre du bassin méditerranéen actuellement. Donc on peut faire des choses, on peut aider les Libanais à se redresser. Il faut le faire. Windows for Beirut remercie tous ces donateurs et donatrices qui ont permis de faire entrer chez elles 220 familles de Beyrouth, soit 691 personnes, et remercie aussi ces donateurs pour le projet de déploiement à Tripoli. Merci mille fois. Donc là, une petite vidéo des acteurs sur place. C'est la visite des maisons endommagées. La responsabilité était de visiter chaque appartement de chaque bénéficiaire et pour justement voir les dégâts. Et comme Patrick Colombel avait fait une enveloppe de 500 € par appartement, donc on a travaillé par rapport à l'enveloppe et qui était amplement suffisant. Chaque appartement, on a fait 691 appartements. 200. Ah, je me suis trompée là. Oui, vas-y, combien 230 appartements. On a ramené 691 individuels qui sont rentrés à leur maison et 15 commerces. Voilà, donc ça c'est pour Windows for Beyrouth. Là je passe à l'initiative de la mairie de Suresnes qui a donné des sous pour l'association Beyrouth El Zahle. Et donc ils ont aidé à reconstruire cette rue. Zahle El Beyrouth. Zahle El Beyrouth, pardon. Et donc j'ai un reportage sur place avec Madame Lili qui a bénéficié de cette reconstruction. Et vous allez voir, c'est une passionnée et je pense qu'il y a beaucoup de Libanaises comme elle qui ont vécu ça. Le 4 août nous a fait oublier tous les malheurs qui sont passés la guerre. Alors ici, tout a sauté aussi. Oui. Je n'ai pas à me comparer aux ceux de Marcaï, Marfa, Jemaïzé, parce qu'en bas c'était horrible, mais ici aussi c'était mon 3e attentat. J'ai dû tout a sauté ici. Il y a eu une association qui a eu elle m'a réparé tous les vitres de la maison. Une autre association qui m'a réparé relativement les portes, les portes parce que ça avait sauté. Oui. Mais le groupe de Zahle, je me permets, vous le savez peut-être, ils ont été d'une perfection, d'une compassion énorme. Ils m'ont fait la terrasse parce que c'était plein de choses. Tout a été, et ça a beaucoup coûté. C'était impeccable. Par la suite, ils sont venus à Noël avec plein de dons, avec de l'argent. Ils sont venus à Pâques avec de l'argent, avec des dons, des cadeaux. Quand ils ont appris, parce que j'ai une Viviane qui est styliste peintre, elle me permet de dire qu'elle fait une très grave dépression depuis 16 ans. Ils sont en train, de temps à autre, quand elle a des opérations, quand elle a, parce qu'elle a continuellement un suivi avec le psychiatre et le psychologue. 7 psychiatres, 7 psychologues, ils sont là par moment pour me dire on est là pour t'aider. Ça, c'est un commerçant qui a aussi reçu l'aide. Une équipe de conscience. D'accord. Et vous, ils vous ont changé votre vitrine? Oui, dedans. Ah, dedans. Oui, ils ont fait un petit travail dedans. Ici. Celle-là? Oui. Et les vitres ici, c'est qui? Non, je l'ai fait
Je l'ai fait le premier jour de... Vous l'avez fait vous-même avec votre argent? Oui, après le Et il n'y a pas eu d'aide avec ça? Il n'y a pas eu d'aide pour ça? Non, pour ça, non. Voilà. Donc, j'ai voulu mettre cette photo parce que le Liban aussi, c'est beau. Et quand ça sera reconstruit, il faut y aller. Il faut y aller. C'est au nord. Là, c'était mon retour du nord à 4 heures du matin et c'est du côté de Cheka. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je voulais juste dire que, en fait, les grands discours, c'est bien, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est surtout organiser tout ce qui est les choses de la vie, c'est-à-dire l'électricité, l'eau, les médicaments en premier, parce que c'est très urgent. Merci. Merci Zéna. À la fin de cette session et avec l'espoir de voir notre chère Beyrouth renaître de ses cendres, rayonner encore par son identité et sa culture et son espoir de paix, je vous remercie infiniment. Je m'excuse, on ne peut pas ouvrir un débat.